Bonjour, c'est Anne-Marie. Bienvenue à toutes et à tous. Vous écoutez Les Petites Mamans, un podcast du collectif Moissy, produit par Kizou Studio, qui libère la parole des filles aînées dans la communauté noire. Alors, moi, c'est Bousso. J'ai presque 30 ans. Pas grave. Dans un mois, mais bon, on va dire que j'ai 30 ans. Allez, j'assume. Je suis italienne. Je vis en France, à Neuville-sur-Oise, du coup, côté Cergy, pour ceux qui ne connaissent pas ce bled perdu. Voilà. Et je suis en France depuis 10 ans. Et je suis d'origine sénégalaise. Donc, mes deux parents sont du Sénégal, de Dakar et de Diourbel. Et je suis un couple mixte, donc avec Mathieu. Mixte, j'aime pas trop, mais bon, on va dire mixte, voilà. Avec Mathieu, qui est blanc, qui est français, de Bordeaux. Et on a une petite fille de 18 mois, qui s'appelle Soré. Voilà, qui est une petite métisse. Voilà. Et du coup, tu te places où sur le plan familial? Enfin, t'es où au niveau de la fratrie? Je suis la première. Je suis l'aînée de 4 enfants. Donc, il y a moi, puis il y a mon frère qui a maintenant 25 ans. Donc, on a 5 ans de différence. Puis, il y a mon autre petit frère qui a maintenant 19 ans. Donc, on a 11 ans. Et puis, la toute petite, la princesse de la maison, voilà, qui a 15 ans. Donc, elle va avoir 16 ans l'année prochaine. Donc, on a quand même 15 ans de différence avec elle. C'est énorme. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais à l'époque, je me rappelle, j'étais très contente de la voir parce que je l'ai vraiment attendue. J'ai vraiment attendu une fille. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Je sais pas, je voulais avoir une sœur. Je voulais avoir une sœur et je me rappelle qu'à chaque fois que ma mère tombait enceinte, j'étais là. J'espère que ça se sort, ces garçons. Mais merde. Mais non, je parle, oui. Donc, oui, c'est une petite grande fratrie, voilà. On est tous les 4. Et puis, c'est particulier aussi parce qu'on est italien. Donc, c'est une autre réalité que la France. C'est vraiment, ça n'a rien à voir. Déjà, en Italie, moi, je représente ce qu'on appelle, et moi, je déteste ça, la première génération d'immigrés. Comme si on était immigrés de quelque part, tu vois, alors que l'on est en Italie. Né là-bas, voilà, oui, là-bas. Mais ça, c'est un autre discours, parce que sinon, je peux partir pour des heures. Et du coup, c'était très particulier parce que, au niveau racial, déjà, c'était difficile parce qu'on était seuls souvent. Enfin, à l'école, moi, j'étais la seule. Mais t'habitais où en Italie? J'habitais à Trieste. C'est une petite ville à 1h30 de Venise, à peu près. Donc, sous la mer. C'est une ville que j'adore. Enfin, je porte vraiment cette ville dans mon cœur parce que c'est chez moi. C'est la maison. Mais en même temps, maintenant que je me pose beaucoup de questions sur mon identité, c'est vrai que j'ai un rapport un peu conflictuel. Voilà. Et puis, c'est vrai que mon rôle de première, d'aînée, a complètement forgé ma vie. Pas forcément positif, moi je le dis, sans honte, sans crainte. Enfin, ça n'a pas été facile. Et je pense qu'il faut le dire. Voilà. C'est très important de le dire. Moi, j'ai mis presque 27 ans pour le dire. Et ça m'a presque détruit de le dire. Ah ouais? Oui, mais parce que c'est verbaliser une douleur, une souffrance, un traumatisme de toute une vie. Et c'est pas facile, quoi. De mettre les mots sur ce qu'on a vécu, sur les traumas, tout ça. Ouais. Exactement. Et comment dire, ça a été très, très particulier parce que mon premier frère est né très prématuré, donc grand prématuré. On a vraiment... on s'est demandé s'il allait vivre, quoi, voilà, pendant 2-3 ans. On allait passer d'aller-retour à l'hôpital. Et moi, j'avais un entourage italien qui était très présent. Donc, j'avais une mamie, et je l'ai encore, qui est ma mamie adoptive. Parce qu'en fait, mon père a été adopté très tard. Il est arrivé au Sénégal et sa maman était vivante, il n'y a pas de souci. Mais vu qu'il a fait des études, il a commencé à faire des études et que c'était un peu galère niveau papier, il s'est lié d'amitié avec un couple qui n'avait pas d'enfant et il l'a adopté. Donc, comme ça, il a été naturalisé italien. Et cette mamie est très importante pour moi, très présente. Mais voilà, c'est une présence externe, italienne, blanche. Voilà. Et après, il y a la meilleure amie de mon père qui, moi, je considère ma maman de cœur. Et c'est elle qui m'a vraiment aidée à m'en sortir. Et je pense que sans elle, et sans mes amis, j'ai aussi un nucléo d'amis très fort, très fort, très présent. Je ne sais pas si je serais encore là, quoi. Voilà. Ah oui, à ce point, ça a été... Ça a été à ce point-là.
ça a été très, très violent parce que déjà, il y avait pas mal de violences psychologiques pendant toute mon enfance. Et puis... De quel type? Du type à me rabaisser, à me mettre beaucoup de pression, justement, parce que bon... du fait que tu sois aînée. Que tu sois aînée, il faut que tu sois parfaite tout le temps, il faut que tu assures tout le temps, surtout. Voilà, surtout, tout le temps, t'as pas droit à l'erreur. Voilà, t'as pas droit à l'erreur, donc t'as pas le droit à la construction, en fait. Parce que c'est par ça qu'on se construit. Et non, t'as pas le droit. Toi, tu dois faire tout bien, tu dois être super religieuse. Mes parents sont musulmans. Oui. Moi, je me considère plus musulmane parce que je pratique pas et je veux pas vivre dans la mensonge. Voilà, ça veut pas dire que je renie la religion en tant que telle, voilà, mais juste, elle ne me correspond plus. Donc, pour être honnête avec moi et avec Dieu ou avec ma spiritualité, je me considère plus musulmane. Oui. Voilà. Et ça, déjà, ça fait... ça arrivait très tard. Hein. Moi, je le savais depuis longtemps, mais je ne pouvais pas le dire. Oui, parce que, voilà, je risquais... je risquais ma peau, là. Tant que j'étais sous le toit familial, c'était hors de question. Mais du coup, pour moi, ça a été vraiment une première questionnement, donc la religion. Et puis, ce rôle qu'ils m'ont donné, qu'ils m'ont imposé pendant toute ma vie. Oui, t'as rien demandé? Non, je n'ai rien demandé. Enfin, au contraire, moi, comme on disait tout à l'heure, je pense que si tu as des enfants, c'est à toi de les assumer. Et t'as pas à demander à tes enfants d'être... je sais pas, de remercier parce que tu leur as donné à manger, tu leur as donné un toit. Enfin, c'est tes enfants, c'est normal. Donc, si je te remercie, c'est parce que tu me comprends. C'est parce que tu me donnes de la sérénité, de l'amour, mais pas parce que tu me donnes à manger. Enfin, c'est juste la légalité, en fait. C'est normal, en fait. Enfin, tu l'aurais pas fait, tu serais fini en prison. Donc, merci, non. Bravo, si tu veux. Mais voilà, quoi. Ouais. Donc oui, et puis c'est vrai que moi aussi, je me suis construite du coup dans ce rôle de petite maman. Donc pour moi, mes frères ont jamais été mes frères en fait, c'était mes enfants. Vraiment. Donc en fait, tu faisais la différence entre ton rôle de petite maman et mon rôle de sœur. Et ton rôle de grande sœur. Pas vraiment justement. Pour moi, c'était le même. En fait, j'étais vraiment... La dynamique à la maison, c'était... Bousseau, c'est le nucléo, c'est le centre. C'est le noyau, tout. Ouais, pardon, oui, désolé. Non, il n'y a pas de souci. L'italien, des fois, il ressort avec des mots qui n'existent pas. T'inquiète, je fais la traduction. Merci. Donc oui, je suis le noyau. Donc il y a moi et autour, il y a tout le reste de la famille qui gravite, en fait. Et pendant très longtemps, je peux dire même 20, 25 ans, ça a été comme ça. Même quand je suis partie de chez moi. Même quand tu as quitté l'Italie. Ouais, même quand j'ai quitté l'Italie. Et je l'ai quitté assez tôt. Je suis partie de chez moi, j'avais 19 ans, voilà. Et je l'ai fait parce que j'en pouvais plus. Je l'ai fait parce que déjà depuis quelques années, déjà depuis l'adolescence, c'était très difficile. Niveau santé mentale, pour moi, ça a été très difficile. Ah, ça a impacté ta santé mentale? Ah oui, oui, complètement. Enfin, moi déjà, de base, je l'ai découvert très très tard. J'étais diagnostiquée il y a 2 ans d'un trouble bipolaire. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, qu'est-ce que c'est. Mais en gros, c'est vraiment un déséquilibre chimique, concrètement, dans le cerveau, qui fait que tu as des moments de grosse dépression et tu as des moments de grosse manie. Donc, des moments où tu penses que le monde est à toi, tu peux faire ce que tu veux, tu dépenses en mode let it rain alors que ton compte est à zéro. Voilà, tu vois, et tu pars beaucoup, tu fais plein de choses, tu dors pas, tu manges pas, tu t'en fous en fait. Sérieux? Ah oui, et puis tout d'un coup, tu te prends le mur et tu peux même pas sortir de ton lit, quoi. Ouais, c'est la chute. Et voilà, c'est la chute et c'est très violent. Et moi, j'ai vécu ça très jeune, mais je le savais pas que c'était ça. Oui, parce que en plus plus de santé les mentale, maladies mentales et la communauté noire, ça fait 2. Ouais. Voilà, c'est 2 mondes complémentaires. En fait, nous, on n'est jamais malade, tu vois. Nous, on est toujours il faut avoir la foi. Ouais, il faut avoir la foi, c'est ça. Alors que si t'es cardiopathe, on te dit pas va prier. On te dit va voir un médecin. Donc, moi, ça, c'est un message que je veux vraiment passer. Enfin, c'est pareil pour la santé mentale. Si t'es mal, en fait, ça peut t'aider la prière, les amis, la famille. Mais c'est pas ça le moyen. C'est pas c'est pas ce qui te soigne, en fait. Voilà, ils peuvent pas te soigner. Ils ont pas les moyens de te soigner. Et il faut se soigner. C'est tellement important de soigner sa tête. Imagine, la tête, elle marche pas. Le corps, comment tu veux qu'il marche? C'est pas possible. Et moi, ça a été ça toute mon adolescence. Donc, je commençais très tôt à avoir des troubles alimentaires, alimentés aussi par mes parents. Donc, dans quel sens? Dans le sens où j'étais, encore une fois, à la maison, je faisais tout.
Je Ouais. faisais tout, donc voilà, je m'occupais de la maison, je m'occupais de mes frères. Après, ma mère était présente, hein, je peux rien lui enlever Tu là-dessus. l'assistais? Voilà, je l'assistais, mais du coup, c'était un devoir et je me posais même pas la question en fait. Je devais le faire, c'est tout, parce que j'avais été élevée comme ça. Donc le matin, je me réveillais après la prière de l'aube, donc 4 ou 5 heures du matin, Ouais. alors que j'allais à l'école quand même, voilà, parce que ça aussi c'est légal d'aller à l'école, Ouais. voilà. C'est-à-dire que tu Euh, enchaînais la prière. à J'enchaînais 4 la heures du matin. prière, je rangeais toute la maison, donc on devait nettoyer la salle de bain, préparer la cuisine, commencer à ranger un peu les trucs, préparer les petits plateaux du petit déjeuner de mon père devant la télé. Attends, vous préparez un plateau repas? Un plateau repas. Voilà, avec sa petite tartine déjà faite. Le café avec le sucre déjà mis. Oula, ah ouais, désolée de dire ça, mais t'es grave infantilisée. Je suis choquée. Bah non, enfin oui, et puis mon père était le roi en fait. C'est juste ça. Donc tout tournait autour de sa figure patriarcale, mais en même temps, mon père s'est jamais imposé face à la violence physique de ma mère. Parce que ma mère était extrêmement physique, extrêmement violente avec moi et mon premier frère. Autant de le reste, c'était plus de la manipulation. Donc c'est très dur ce que je dis. Hein. Je sais que c'est très dur ce que je dis, mais je pense que c'est important. Moi, je lui ai dit très clairement, mais maintenant, mais je pense que c'est important de l'entendre. Parce que peut-être que d'autres personnes vont se voir là-dedans aussi et vont avoir le courage de parler. Et je sais que ma mère, sur nous 4, nous 2, on a pris violence psychologique et physique, beaucoup de physique, alors que les 2 petits, c'est plus de la manipulation. Et si maintenant elle s'en rend compte, je trouve que c'est trop tard parce qu'en fait, la relation est déjà biaisée. Et moi, à l'époque... Tu penses que vous pourrez jamais Ah non. avoir une relation saine? Non, je pense pas, parce que de toute façon... Il y a eu trop de Il y a traumatisme. il y a trop de traumatisme, et puis elle est très enfermée dans la religion. En fait, la religion, pour elle, c'est pas une liberté, ce qui pour moi devrait être la religion. Enfin, je sais pas si tu es d'accord avec moi. Pour moi, la religion, c'est ton choix. Ouais. Tu la vis parce que c'est toi qui la veux. Je suis Ma mère est voilée, c'est elle qui l'a choisie. Et en fait, tout le monde a pensé que c'était mon père qui l'a l'avait forcé. imposé, ouais. Alors que mon père dit toujours, ouais, je me suis mariée avec une top modèle de taille 50. Avec des mini-jupes et des nattes jusqu'aux fesses. Je me retrouve avec Al-Qaïda. Ouais. Il dit toujours ça. Donc oui, c'était sa décision. Et par contre, je pense qu'il y a eu pour elle aussi beaucoup de traumatisme derrière que je ne connais pas forcément. Et elle est arrivée en Italie très jeune, voilà, à 19 ans, elle s'est mariée avec un inconnu concrètement dans un pays qu'elle ne connaissait pas, où elle était seule. Ouais. Voilà, c'est pas comme en France où tu arrives déjà dans les années 90, il y avait des communautés. Elle était seule. Voilà, donc il y a personne, tu connais pas la langue, il y a plein de blancs que t'as jamais vu avant. Donc voilà, je suis sûre qu'il y a eu un traumatisme de base. Et puis moi, je suis arrivée et elle a dû interrompre ses études parce qu'elle avait repris les études et elle a interrompu ses études quand je suis arrivée. Et avec mon frère, elle a complètement arrêté les études. Elle a fait une formation professionnelle après, mais je sais que ses ambitions ont été coupées par notre arrivée. Et moi, je pense que, sans faire exprès, je ne crois pas qu'elle la fasse exprès, mais sans faire exprès, il y a un peu de rancune qui s'est déversée sur moi. Et donc, tant que je ne correspondais pas à l'image qu'elle projetait pour elle-même, ça ne pouvait pas marcher. Donc, je voulais qu'elle soit maigre, que je sois maigre, que je sois parfaite à l'école, que je m'occupe parfaitement de mes frères et sœurs, que je m'occupe parfaitement de la maison, que je sois bien présentable au public. Et en fait, du moment où, avec l'adolescence, j'ai commencé à prendre un peu de poids et à avoir de forme, bah, elle n'a pas arrêté de me le dire. Et pour moi, ça a été très violent. Je suis finie dans l'anorexie et dans la boulimie qui a traîné pendant presque 15 ans de ma vie. Et elle l'a jamais assumé, tu vois. Enfin, et ça, c'était difficile face à mes frères aussi. Parce que moi, j'essayais du coup de protéger mes frères de tout ça, de protéger mes frères de la violence, de la violence psychologique. J'essayais d'interagir avec elles quand c'était possible, mais en même temps, j'étais complètement asservie à mes parents. Enfin, mes parents, c'était mes dieux, en fait. Je ne respirais pas sans leur permission. Tu vois, enfin, je sortais pas et je faisais rien, tu vois. Ma vie, c'était mes frères. L'équilibre entre mes parents, du coup, pareil. Si eux se disputaient, bah, c'était à moi d'agir. Voilà, c'était à moi d'agir. C'était à moi d'aller voir maman, dire pourquoi tu pleures, qu'est-ce qui se passe, d'aller voir papa, mais quand même, voilà. Et de faire la médiatrice entre eux. Pareil entre eux et mes frères. Pareil entre mes frères. Et moi, là-dedans. Toi, qui s'occupait de toi? Voilà, c'est ça la question. Qui s'occupait de moi? Enfin, et je pense que c'est très dur à entendre, mais j'ai l'impression que j'étais un peu dérobée de mon enfance, concrètement.
Parce que du coup, j'ai dû toujours m'occuper de tout le monde et avoir une responsabilité d'adulte. Et du coup, ça fait que j'ai jamais pu me construire comme petite fille. Enfin, peut-être petite fille encore, oui. Mais comme jeune ado, femme, oui, comme ado. jeune femme. Et du coup, ma crise d'ado, je l'ai faite quand je suis partie. Tu vois, parce que c'est là T'en que as profité? J'en ai profité, mais à fond, meuf. Je suis partie pour un Erasmus à la base qui dure toujours, comme je t'ai dit, voilà, parce que ça fait 10 ans quand même que je suis en France. Et pendant mon Erasmus, j'ai fait de tout. Enfin, je n'ai pas honte de le dire parce que je pense que c'est normal dans sa construction de faire des conneries. Et je sais que j'ai fait des conneries. Il y a des grosses conneries aussi qui m'ont fait du mal, mais c'est par l'erreur qu'on se construit. Et donc, c'est là, maintenant, grâce à ça que je me suis construite. Mais après, il y avait aussi le volet, justement, du trouble bipolaire qui était là. Et je ne savais pas qu'est-ce que c'était. Je ne savais pas comment le gérer. Et j'étais seule face à tout ça. Et je ne pouvais absolument pas en parler à mes parents. Parce qu'ils n'auraient pas compris. Comment tu as pu, finalement, gérer tout ça? Alors, quand je suis partie, la première fois, ça a été une première rupture. En fait, j'avais dit à mes parents que je partais juste pour un an, voilà. Et en fait, après avoir goûté à cette année de liberté, pour moi, c'était inconcevable de revenir à la maison. Je me suis dit très clairement, si tu vas à la maison, tu meurs. Vraiment. Enfin, pour moi, tu te retrouves enfermée en cage. Enfermée en cage à nouveau, tu peux plus sortir, tu peux plus rien faire. Alors que là, j'ai commencé à construire ma vie d'adulte. Et puis même, naturellement, c'est pas ce qu'on fait. À un moment, tu pars. Bah oui. À un moment, tu pars pas pour revenir, tu pars. Donc, moi, je me disais, ils vont jamais accepter que je revienne à Trieste et que je prenne un appartement. Voilà, déjà, au niveau financier, c'était pas possible. Mais moi, mes études, je me les suis payée toute seule. Hein. Mon père m'a aidé au début, mais après, le reste, j'ai tout fait toute seule. J'ai travaillé. Et au contraire, c'était moi qui envoyais l'argent à la maison. Alors que tu étais étudiante. Alors que j'étais étudiante, des fois, j'avais 20 centimes dans mes poches. Voilà, mais je leur disais pas. Je leur disais pas. Mais pourquoi? Parce que j'avais honte. J'avais honte de pas réussir, j'avais honte de pas y arriver, j'avais honte de... Pour moi, dans ma tête, c'est encore une des causes, des raisons pour lesquelles on nous refuse l'échec à Exactement. nous, les premières filles. Oui. Les filles aînées, ouais. Exactement, c'était exactement ça. Je voulais pas montrer qu'en fait, ça allait pas du tout. Il faut toujours être dans le paraître, montrer que tout est parfait, exactement. Tout est bien. L'image, c'est tout ce qui compte. Moi, je me rappelle quand j'étais ado, par rapport à mes frères, j'essayais justement de les protéger. J'étais vraiment petite maman poule, du coup, tu vois, surtout avec la petite. Je la mets avec moi partout. 15 ans de différence. Ça, donc, voilà, donc quand elle est arrivée, pour moi, c'était mon bébé, quoi. Et ça allait encore, hein, voilà. Même si je suis maman maintenant. Mais j'ai quand même, voilà, encore une affection très forte avec elle. Et pour te dire, quand j'ai commencé à pouvoir sortir une fois par mois en priant pendant 3 semaines, je peux sortir, je l'amenais avec moi, tu vois. J'allais au ciné avec mes potes et j'amenais ma sœur. Ah ouais, donc même dans tes moments de liberté, tu étais obligée... Il y a quand même quelque chose qui te rattachait à ta condition de petite maman. Exactement. Et des fois, j'avoue que je l'ai utilisé aussi. Je dis, il y a un bon dessin animé, il faudrait qu'on aille le voir. Et comme ça, j'emmenais mes potes, hey, allez-y, venez, on va sortir. Voilà. Mais c'était avec ma sœur. Tu vois, je dis ma fille. Ma sœur. C'est chaud. Le lapsus. Donc, ma sœur, c'était avec ma sœur toujours. Ou bien, une fois que je suis partie, pour moi, c'était très important quand même de se retrouver tous les 4 de temps en temps. Donc, quand je rentrais, par exemple, un week-end ou pendant les vacances scolaires, je tenais toujours à faire une journée où on partait tous ensemble au cinéma, ou on buvait un chocolat chaud après. Voilà, une journée tous ensemble, tous les 4, c'est moi qui payais. Et alors que j'avais pas le moyen, alors qu'à la maison, en France, j'avais des loyers d'impayés, mon frigo était vide, je mangeais pas, tu vois, mais je pouvais pas le dire. Je pouvais absolument pas le dire tout ça. Parce que je devais donner l'image de celle qui réussit. Je suis partie, j'ai réussi, j'envoie des sous à la maison quand je peux. Et même quand je peux pas. Voilà. Et surtout quand je peux pas, justement. Et donc, c'est très difficile là-dedans de se retrouver même santé mentale. Parce que finalement, j'avais 2 vies. Et ces 2 vies, ça fait que j'avais du mal à voir la limite entre les deux. Tu vois, donc même dans ma vie vraie, en fait, je me posais plein de questions. Je me disais, est-ce que je fais cette chose? Est-ce que je peux la faire? Voilà. Et puis, il faut dire que quand je me suis retrouvée toute seule dans ma petite chambre de 9 mètres carrés étudiante, après presque 20 ans de vie commune, à 7 dans la maison, parce qu'il y avait ma tante aussi qui vivait avec nous, ça a été le choc, quoi. Genre, c'est quoi ce silence?
Et du coup, c'est marrant parce que je recréais mon rôle de petite maman à tel point que dans quel sens? Dans le sens où au début, j'étais dans une résidence étudiante. Et dans la résidence étudiante, j'étais au rez-de-chaussée où il y avait la cuisine. Et moi, j'étais la seule qui avait eu la bonne idée d'acheter des poêles, de vaisselle et tout. Donc, tu prenais même soin de tes... Et j'adorais cuisiner pour tout le monde. En fait, je cuisinais pour tout le monde, tu vois. Et après, on cotisait et tout, hein. Mais voilà, c'était moi qui faisais la bouffe pour 3-4 personnes. Tu t'as suivi même... Voilà, c'était tellement ancré en moi, ce rôle, qu'en fait, je vivais que par ça. Mon identité, c'était ça. Mon identité, c'était être la petite maman. Mais quand est-ce que tu as pu te libérer de cette identité-là? Quand est-ce que tu as pu être toi, une jeune fille? Je pense que ça est arrivé très tard. En fait, à mes 25 ans, je rencontrais mon conjoint de maintenant, donc Mathieu, que tu viens de voir. Et ça a tout changé. Je ne vais pas dire que c'est lui qui m'a libérée, que c'est lui qui m'a changée, mais c'est quand même lui qui m'a ouvert la porte. Voilà. Dans quel sens? Dans le sens que, autant que féministe, j'ai aucune honte à le dire. C'est grâce... c'est grâce, mais c'est lui qui m'a dit, regarde, il y a quelque chose qui ne va pas, en gros. Et quand on s'est rencontrés, en fait, moi, je savais que c'était lui. Je savais que je voulais être avec lui. Jusqu'à ce moment-là, je n'avais jamais présenté personne à mes parents. Enfin, tu parles... non, c'est hors des questions. Et j'avais jamais eu de rapport sexuel non plus parce que j'avais justement cette angoisse de la virginité au mariage. Voilà. Donc, c'était pas mon corps, en fait. C'était le corps de ma famille. Donc, même quand j'aurais peut-être voulu, je bloquais. Ça crée un blocage. Ah, mais oui. Et je pouvais pas. Je me disais non parce qu'il faut que j'ai fait quoi? Je pouvais pas. Donc, quand je l'ai rencontré, en fait, moi, je suis tout de suite, parce que j'étais très honnête avec lui, au bout de quelques semaines, je lui ai dit, écoute, voilà, pour moi, c'est un peu difficile, je suis encore vierge, il y a tout ça derrière, et on était adultes, hein, on avait 25 ans, lui aussi, il aurait pu dire, salut, ciao, quoi. Il aurait pu. À notre époque, ça se comprend. Non, il est resté, tu vois. Il est resté, il a compris, il a pris le temps, il a attendu que je sois vraiment prête. Et puis, j'ai voulu le dire à mes parents que j'étais avec lui. Pour la première fois, j'ai appelé mes parents. Je commençais par mon père parce qu'avec mon père, j'avais un rapport. J'ai dit malheureusement, j'avais un rapport parce que je ne l'ai plus. Pas plus sain, non, parce qu'il y avait énormément de pression de sa part aussi et beaucoup d'hypocrisie aussi, mais plus, je sais pas comment dire, plus facile, voilà, plus facile. Et donc je l'ai appelé, il était de passage, parce qu'ils sont repartis vivre au Sénégal avec les deux petits à un certain moment, et ils ont laissé derrière mon frère, le plus grand, qui avait 17 ans, et ils ont dit, va avec ta sœur. Pour l'appartement, c'est-à-dire que même à distance, c'était à toi de t'occuper de lui? Ouais. Alors qu'il avait 17 ans. Mais c'est eux qui l'ont abandonné? Ils l'ont abandonné très clairement. Et lui, il l'a dit, ils l'ont abandonné très clairement. Et donc, moi, j'étais étudiante. Je devais payer mon loyer, que j'arrivais déjà pas, et son loyer en Italie, et le faire vivre. Non, quoi, c'est pas possible. Mon père, il lui a laissé 50 balles sur la table. Il lui a dit, je reviens. Il est jamais revenu. Sénégal, il est jamais revenu. Mon Dieu, c'est quoi ça? Et ils ont fait pareil, l'été d'avant, ils sont partis. On va en vacances au Sénégal. Et ils sont pas revenus. Donc moi, je n'ai même pas dit au revoir à mes frères et sœurs parce qu'ils sont partis. Et eux, ils ne savaient pas qu'ils allaient vivre au Sénégal non plus. Hein. Ils ont fait ça en catimini, derrière leur dos, derrière mon dos aussi. Et jusqu'au ils t'ont exclu, ils ont fait ça, ils t'ont exclu. Moi, j'étais déjà partie. J'étais déjà partie. Donc, pour moi, je pensais qu'ils allaient juste en vacances au Sénégal, comme tous les ans. Mais en septembre, l'école reprend et ils ne sont toujours pas là. Et je vois que la maison se vide. Attends, il y a un problème là. Donc, et voilà. Donc, en dernière minute, ils ont dit, non, on a décidé d'aller vivre au Sénégal. Mais, ok, d'accord. Et ils ont laissé mon frère derrière parce qu'il allait au lycée. Il faisait les cours du soir. Mais mon frère a complètement vrillé. Enfin, il a explosé. Oui, tu m'étonnes, c'est normal. Voilà. Déjà, c'est quelqu'un de pas très stable. Et ça l'a fait complètement vriller. Donc, il a arrêté ses études. Alors qu'il lui manquait rien du tout pour avoir le bac. Et il les a ratés. Il a passé des périodes très difficiles. Et ça nous a énormément
c'est devenu quelqu'un d'assez toxique pour moi. Donc, j'ai dû vraiment me séparer de lui à un moment, alors que c'était mon enfant, quoi. C'était vraiment mon meilleur ami. Et puis, mes frères, le fait qu'on soit séparés comme ça, et vu qu'après, ça a vraiment explosé, la situation, ça a gâché complètement le rapport qu'on avait. Parce que du coup, pour moi, c'était une déchirure. Enfin, moi, je me rappelle, pendant des années, je marchais dans la rue, je voyais une petite fille noire et je pleurais. Je pensais à ma sœur. J'ai passé des journées à pleurer sur ça, du fait que, pour revenir à la chose d'avant, quand j'ai dit à mon père que j'étais avec un homme blanc, déjà, c'était on verra qu'est-ce que dit ta mère. Et en fait, mon père, et c'est, je pense, la seule chose que je ne peux pas pardonner, il lui a jamais dit que je lui avais présenté mon copain avant de l'amener à la maison. Parce que du coup, je l'ai amené en Italie quand mon père était là pour le présenter, pour qu'il voit mes amis et tout. Et ma mère était au Sénégal et pour elle, je débarquais avec un mec blanc pendant la nuit. Ouais. Et donc, elle m'a dit, mais c'est très simple. Si tu fais ça, t'es morte pour nous. T'es morte pour nous. Mais attends, juste pour revenir à ton père, en fait, il a fait exprès de ne pas lui en parler pour laisser... pour laisser ma mère gérer. Pour laisser ta mère tout gérer. Ouais, parce que lui, je sais que de fond, il n'était pas d'accord. Parce qu'il me l'a dit plus tard. Alors que le jour où je lui ai présenté, il a été super cool avec lui. Il lui a dit, ça semble quelqu'un de bien. Donc c'est, désolée de dire ça, hypocrisie. Mais c'est super hypocrite. Et encore une fois, il n'a pas assumé son rôle. Sauf que ça a détruit notre famille. Parce que du coup, moi, j'ai complètement explosé. À l'époque, je travaillais dans l'humanitaire. Et donc, j'étais dans des projets des droits des enfants. Donc, j'ai traité quand même des choses assez lourdes, déjà dans mon quotidien professionnel. Et arriver à la maison et avoir mes parents qui m'harcelaient, qui m'appelaient 60 fois par jour, s'il te plaît. 60 fois par jour parce que je ne voulais pas répondre, parce que je ne voulais pas parler de ça, en fait. Moi, je voulais rester avec mon copain. Je l'aimais, je l'aime encore d'ailleurs. Voilà. Et, ou bien qui m'appelaient sur mon boulot. Donc, ils ont appelé mon directeur de l'ONG pour laquelle je travaillais. Ils ont été jusque-là. Oui, ils n'avaient plus aucune barrière. Ils m'ont envoyé des messages, mais affreux. Et à un moment, ils m'ont dit, si c'est comme ça, t'es coupé, tu ne parles plus à tes frères et tu ne vois plus tes frères. Et ça, c'est la chose qui m'a cassée, en fait. Et je pense que c'est ça qui a déclenché une des plus grosses crises dépressives que j'ai fait et qui a duré 2 ans, pratiquement. 2 ans pendant lesquels j'ai fait des tentatives de suicide à répétition, je suis finie en hôpital psychiatrique, j'ai perdu mon boulot, j'ai perdu mon appart. Voilà, et tout ça, pourquoi? Parce que j'aime un homme qui a la couleur de peau différente de la mienne, et tout ça parce que dans leur tête, j'étais peut-être plus parce que tu n'as pas été dans une relation... j'étais pas dans la relation qu'ils s'attendaient. Je sais que dans leur tête, c'était un mec sénégalais musulman parce que je devais montrer la voie. Oui, voilà. C'est ça. Parce que je devais montrer la voie, parce que je dois être à l'exemple. Et en fait, du moment où j'ai commencé à me revendiquer en tant que personne et montrer que j'existe. Oui, voilà. Voilà, j'existe en tant que personne, que j'ai ma personnalité, mes ambitions, ma vie, mes idées, ça a tout fait exploser. Ils ont juste pas accepté. Après, ça a été en fait, c'est ça, ta relation, ça a été la goutte d'eau. Exactement. Mais c'est pour ça que je dis que ça a tout changé. Donc, et c'est pour ça que j'ai dit aussi que Mathieu, il a tout changé parce que Mathieu, c'est mon conjoint. Il est quand même resté. Parce que quand tout a explosé, on était ensemble depuis pas longtemps, depuis 4-5 mois. Et elle a vu sa copine faire des tentatives de suicide à répétition, recevoir des menaces, perdre tout. Financièrement, c'est lui qui m'a soutenue aussi pendant cette période parce que moi, j'étais un déchet. Je l'ai dit très tranquillement. Je faisais les allers-retours des hospitalisations psychiatriques. Pendant 2 ans, ils m'ont rempli de médicaments sans jamais prendre le temps de m'écouter et de voir toute l'histoire qu'il y avait derrière et de faire un vrai diagnostic. Donc, c'était non, juste vous êtes déprimé parce que ça se passe mal avec vos parents. Alors que, c'est plus que ça. Voilà, c'est beaucoup plus que ça. Et il y a 2 ans que finalement, j'ai eu un vrai diagnostic. Et donc, le trouble bipolaire. Et ça m'a libérée. Et en même temps, j'ai voulu le dire à mes parents, avec lesquels je ne parlais pas. Parce que du coup, pendant 3 ans, on ne se parlait pas. Et ça, c'était en 2017. Non, pardon. C'était en 2016, la dernière hospitalisation, la plus importante. Et quand je suis sortie, j'ai voulu, moi, couper les ponts. Parce qu'en fait, pendant ces 2 ans, même dans toutes ces douleurs, je voulais
m'excuser, je culpabilisais, j'essayais quand même de leur faire comprendre que Mathieu était la personne que je voulais. Et eux, ils me disaient, non, mais alors il faut qu'il se convertisse, alors il faut que vous mariez avec le rite musulman. Et moi, je ne voulais pas parce que c'était de l'hypocrisie pour moi. Enfin, je ne veux pas qu'il se convertisse. Pourquoi ? Pour du sport ? Non, c'est une religion. Je la sens plus la mienne, mais je la respecte. Donc jamais je vais mentir spirituellement pour que vous soyez content et pour que vous puissiez dire ma fille est mariée avec un musulman. Ouais. C'est pas vrai. Je sais derrière qui c'est un bordelais. Tu penses qu'il va arrêter de boire du vin? Non, mais c'est vrai à un moment. Ouais. Voilà. Donc non, je voulais pas ça. En fait, je pense que ça a explosé parce que enfin, je me suis revendiquée en tant que personne. Tu t'es affirmée en tant que Voilà. Et ça m'a demandé beaucoup de travail et beaucoup de souffrance. Voilà, énormément de souffrance. J'emporte encore les marques maintenant, mais ça vaut tellement la peine parce que maintenant, il y a eu 3 choses qui ont fait basculer. Déjà ça, puis on s'est paxé avec Mathieu. Mes parents, ils se sont quand même ramenés du Sénégal pour empêcher le Pax. Et je me suis retrouvée ici, voilà. Donc, ils ont essayé d'empêcher le Pax. Moi, je suis allée voir ma cousine. Et chez ma cousine, j'ai trouvé mes parents, que je ne voyais pas depuis 2 ans. Et pendant ces 2 ans, j'étais finie à l'hôpital. Voilà, il s'était passé quand même pas mal de choses. Et c'était le même parent qu'au réveil de l'hôpital, quand mon copain m'a trouvée à l'hôpital, je me suis réveillée parce que j'avais fait une tentative de suicide le jour avant. Ma mère a appelé, c'est mon copain qui a répondu. Il lui a dit, vous voyez où vous l'amenez? Ma mère a dit, si elle a vraiment fait ça, pour moi, elle peut mourir. Et c'était la même femme que je me retrouvais devant le jour de mon Pax. Ouais. Et donc, et le problème, c'était là. J'étais tellement dans la manipulation qu'en fait, dès que je les voyais, je me refermais et j'étais à nouveau la petite fille qui est devant ses parents. Donc, je me rappelle encore... Donc, en fait, leur seule présence a réussi à mais ça a tout gâcher cassé. Tous les efforts. Tout. Je me rappelle, il y avait mes cousines qui étaient aussi sous les jeux de ma mère et mon père, mes parents, ma mère qui me disait qu'il fallait que je revienne dans mes sens, qu'il fallait que j'arrête de vivre en concubinage avec lui, que je vienne vivre avec ma cousine, qu'on ne se paxe pas, que lui, il se convertisse, qu'on fasse les choses bien, qu'il avait compris que ce n'était pas un jeu, qu'on s'aimait vraiment, mais alors il fallait faire les choses bien. Et moi, je continuais à dire oui. Et je suis arrivée jusqu'à promettre que je n'allais pas me paxer le lendemain. Et en fait, du moment où je suis sortie de la porte, je me suis dit, mais meuf, non, qu'est-ce que tu fais ? Enfin, non. Et donc, on s'est paxé quand même. Et eux, ils ont attendu que Mathieu parte parce qu'il était parti en voyage. Et je me suis retrouvée devant chez moi la nuit. Avec tes parents? Mes parents. Oh là là. Mais moi, j'étais enfermée dans la maison. Je me rappelle, je les ai vus arriver et j'ai fermé tout, en fait. Et j'ai fait semblant qu'il n'y avait personne. Mais j'ai eu cette nuit, moi, j'ai cru, je me suis dit, si j'ouvre la porte, je suis morte. J'étais sûre de ça. Je ne suis pas sûre que ça se serait passé là. Mais on était arrivé à un point où j'avais une peur physique. Peur à ce point, ouais. Voilà. J'ai appelé la police quand même. J'ai appelé la police et ils m'ont dit, vous n'avez pas porté plainte, donc c'est juste une histoire de famille. Tu vois? Alors que, honnêtement, je ne sais pas qu'est-ce que ça serait arrivé si j'aurais ouvert la porte cette nuit. Donc, voilà. Il y a des choses qui se sont passées qui sont extrêmement violentes et que je ne peux pas nier. Je ne peux pas oublier. Je peux pardonner, mais je ne peux pas oublier. Voilà, parce qu'après le Pax et après le diagnostic, j'ai fait énormément du travail sur moi. Je me suis concentrée sur moi, sur qui je suis, sur qui je veux être. Et quand je suis tombée enceinte, alors là, ça a changé tout. Là, ça a changé tout. Je vais dire quelque chose de très banal, mais ma fille m'a très clairement sauvé ma vie. Parce qu'en fait, maintenant que je suis mère, je sais la femme que je veux être pour elle. Je sais l'exemple que je veux être pour elle. Et je suis vraiment mère. C'est vraiment ma fille. Je l'ai vraiment poussée. Et du coup, je voulais savoir en quoi... est-ce que ton rôle de petite maman a impacté ton rôle de mère aujourd'hui? Oui, absolument. Dans quel sens? Je pense qu'il y a beaucoup de choses de l'éducation que je trouve bien.
que j'aurais pris, voilà, dans la discipline, par exemple, sans être... Je suis très dans la discipline positive, donc je verbalise énormément. Justement, c'est ce qui m'a manqué, la verbalisation, la communication. Ouais. Même si elle est toute petite, elle a que 18 mois, elle comprend tout. Elle comprend tout, donc à Soré, depuis qu'elle était dans mon ventre, je lui parlais. Je lui parlais, je lui expliquais son histoire, parce que mon histoire, c'est la sienne aussi, par force de choses. Et je lui expliquais d'où elle venait. Je lui expliquais le fait que ses racines seront toujours présentes, parce que je ne renie pas mes racines sénégalaises, ni la culture sénégalaise. Parce qu'il faut arrêter de tout, moi aussi, de tout dire, genre de dire ça c'est la culture musulmane, ça c'est la culture sénégalaise. C'est pas vrai. La violence dans l'éducation, c'est pas la culture sénégalaise, c'est pas la culture noire. C'est pas vrai, il y a des parents avec qui ça se passe très bien. Là, c'est juste un exemple où ça s'est mal passé. Parmi tant d'autres. Voilà, parmi tant d'autres. Donc moi, je veux bien séparer ça. Et avec ma fille, j'essaie de lui transmettre ça. Donc la langue, je lui parle l'italien, je lui parle le wolof, je lui mets des chansons africaines. Et après, je me pose des questions en tant que mère, forcément, parce que j'ai peur. J'ai peur de reproduire cette chose, j'ai peur de lui mettre la même pression. Nous, je sais qu'on veut 2 enfants. J'ai peur de ces 2 enfants. Qu'est-ce que je vais dire à ma fille? Est-ce que je vais vouloir qu'elle fasse la même chose que moi? Est-ce que je vais savoir m'arrêter dans le temps? Et je pense que pour ça, je remercie le fait que mon conjoint soit là, parce qu'il a toujours été là, et même quand c'était vraiment pas facile, hein, voilà. Et du coup, c'est un boulot à 2. La charge mentale est vraiment répartie. Voilà, je suis pas mère toute seule, je suis mère en couple et un vrai couple fort. Enfin, on est vraiment 2 parents. Et du coup, je sais que comme moi, je le bloque sur certaines choses, lui, il va m'équilibrer sur certaines choses. Donc, et vice-versa. Voilà, et vice-versa. C'est des 2 côtés. Et vu que lui est très conscient de mon histoire et qu'il y a vraiment une bonne communication entre nous, forcément, avec tout ce qui s'est passé, bah, je suis rassurée. Parce que quand je suis tombée enceinte, c'était pas facile du tout. J'imagine, t'as dû avoir plusieurs questions qui te passaient par la tête. Bah, déjà, plusieurs craintes. Des craintes, mais... Et puis la panique, vraiment. Parce qu'en fait, je t'explique, je suis tombée enceinte juste après le diagnostic. Donc, je venais d'avoir un diagnostic, je venais de prendre un traitement. J'ai dû arrêter le traitement immédiatement parce que c'était nocif pour le fœtus. Et j'avais pas de boulot. Voilà. Donc, la situation, c'était ça. Ouais. Et en plus, je suis tombée enceinte sous pilule. Donc, c'était complètement une surprise. Et c'était la panique totale les premiers mois. Et je me rappelle que moi, j'ai très mal vécu ma grossesse. C'est pas du tout le meilleur moment de ma vie. Il faut arrêter de dire ça. Voilà, t'as un alien qui bouge dans ton corps. Enfin, voilà. Et donc, j'ai essayé de déculpabiliser, d'analyser le tout. Je me suis fait aider. Voilà, je suis allée voir une psychologue de la périnatalité. J'ai travaillé avec elle pendant la grossesse et juste après l'accouchement. Et pendant quelques mois, pendant l'allaitement aussi. Et j'ai mis les mots. C'est ça, en fait. Il faut mettre les mots. J'ai mis les mots, je me suis dit, moi, je veux pas que ma fille devienne une petite maman. Je veux pas que ma fille ait toute la pression du monde sur ses épaules. Ouais. Je veux que si elle se sent en danger, elle puisse venir me voir. Et c'est ce que mes frères, on avait avant qu'on détruise tout. Maintenant, avec mes frères, c'est très difficile parce que je sens qu'ils se sont sentis abandonnés de ma partie. Parce qu'eux, ils ont vécu tout ce conflit au Sénégal, loin de moi, de côté de mes parents. Donc, ils n'ont jamais rencontré mon conjoint. Maintenant, et on se revoit parce que ma sœur a une maladie auto-immune qui a été diagnostiquée. Donc, elle est revenue vivre en Europe. Donc, maintenant, elle est à Orléans avec mon frère Mohamed, donc c'est le plus petit, et ma mère, et mon père restait à Dakar dans son île heureuse. Et du coup, là, on construit à nouveau un rapport petit à petit. Et ce qui m'a montré que je suis guérie de cette expérience, c'est qu'il y a quelques semaines, je laissais pour la première fois ma fille à ma mère, seule, pendant 2 jours. Je l'ai laissée, mais il y avait mon frère et il y avait ma sœur. Je pense que toute seule, je ne suis pas du tout prête parce que ma mère n'est plus ma maman depuis très longtemps. Je sais pas si Comment tu expliques ça, en fait? Qu'il y a eu trop de violence. Il y a eu trop de violence, il y a eu trop de traumatisme. Donc, tu la vois comme un bourreau, c'est ça? Pendant longtemps, je l'ai vue comme un bourreau. Maintenant, je la vois comme une victime qui répercute son traumatisme sur les autres. Parce que c'est vrai aussi que la question se pose de est-ce que nos parents, nos mères sont vraiment... saines?
Non, pas ça. Est-ce qu'elles sont vraiment désireuses d'avoir des enfants, tu vois? Oui. Parce que toi, tu me dis que ta mère, elle a été... mariée très tôt. Voilà, elle était mariée très tôt et qu'elle connaissait pas... Elle connaissait pas bien mon Voilà. père, non, pas du tout. Et puis elle était Je ne pense seule. pas qu'une personne puisse vouloir Ça. un enfant Non. avec une personne qu'elle connaît pas. Moi, je pense que c'était un devoir Mm. en tant que femme, voilà, dans la société. Donc au final, c'est patriarcale. la société Oui, qui moi les je pense que pousse c'est à... ça. Moi, je pense que c'est ça. Il y a beaucoup de mamans qui... Alors, je ne veux pas généraliser, mais je pense qu'il y a quand même un grand nombre de cette génération-là qui a vécu un mariage arrangé, pas forcément Ouais. forcé, mais arrangé, et que du coup, voyait ce mariage comme un devoir. Mm. Exactement comme ça aurait dû l'être pour nous. Mm. Et nous, on s'est rebellés de ce système-là. C'est ça qui a cassé les choses, en fait. Parce qu'on n'a pas seulement les problèmes générationnels, on a aussi les problèmes culturels avec nos parents. Enfin, moi et mes parents, on n'a pas la même culture, on n'a pas la même langue. Ouais. On n'a pas le même vécu, on n'est pas les mêmes personnes en fait. Et ça va, en fait maintenant je l'accepte. Ouais. Mais eux, ils l'acceptent pas. Comme tu disais tout à l'heure, on est adulte, mais ils le voient pas. Ouais. Ils nous voient pas comme Ils ne voient adultes. pas comme des adultes. Alors clairement. que ils nous ont traités d'adultes toute notre vie. Voilà, c'est ça. C'est ça que c'est paradoxal en fait, parce qu'une fois adultes, ils nous voient comme des enfants. Et quand on était petite fille, Oui. ils nous donnaient des tâches d'adultes. Ils nous voyaient limite comme égales à des adultes. Exactement. Donc avec les mêmes responsabilités, avec la même lucidité, La même charge mentale. la même tout ça, charge ouais. mentale. Exactement. Et cette charge mentale est presque impossible de l'enlever complètement. Moi, je suis sûre que je ne suis pas encore complètement guérie. Mais quand j'ai laissé ma fille avec ma mère, je me rappelle, je l'ai amenée. C'était le premier pas, ouais. C'était le premier pas. Et puis, je l'ai laissé 2 jours sans moi. Et je me rappelle qu'ils sont montés. Ma fille, il lui a fait un gros sourire, un gros câlin et tout. Il l'avait déjà vu une fois cet été parce qu'il ne l'avait pas encore vu. Et quand ils sont partis, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que c'est... En fait, et c'était pas moi qui pleurais, c'était moi, petite fille, qui pleurait, qui avait peur. Qui avait peur de ma mère. Et j'ai 30 ans. Et je suis maman. Donc, il y a encore quelque chose qui est très, très fort, qui est très présent. Et par contre, ça s'est super bien passé. Et après, quand je suis allée la récupérer à Orléans, pour la première fois, j'ai verbalisé à ma mère qui j'étais. Je lui ai dit, maman, sache que maintenant que je suis maman, je vois pas ce que tu voulais me dire. Quand tu me disais, quand tu auras des enfants, tu verras. Je le vois pas. Moi, je ferais pas ça à ma fille. Je lui ai dit que j'étais pas musulmane et que ça allait comme ça, c'était pas grave. Enfin, ça casse rien à l'amour que je lui porte parce que malgré tout, je l'aime, c'est normal. Voilà, et j'aime mes frères. Et pendant ce moment, mes frères étaient super stressés parce qu'ils avaient peur que tout repart, qu'on se parle plus. Et je leur ai dit, et non. En fait, il faut juste qu'on se parle dans cette famille et que vous compreniez... Un problème de gros problème de communication. ouais. Et que vous comprenez que chacun est unique dans cette famille. Chacun est une personne avec son vécu, son histoire, ses pensées, ses idées, ses valeurs. Même ça, justement, au-delà même du problème de communication, est-ce que nos parents sont prêts à accepter nos différences? Ah, ben, c'est ça le problème. C'est ça le problème, en fait. En fait, ils nous voient comme un bras, comme une prolongation de leur corps. Et du coup, si une partie de ton corps ne fait pas comme les autres, bah, tu comprends pas, tu fais tout pour le faire revenir. Mais en fait, on n'est pas de bras, enfin, on est des personnes. On les voit comme des pantins, des marionnettes. Ouais. Voilà, exactement. On n'est pas des marionnettes, justement, c'est ça. Ils peuvent pas nous contrôler toute notre vie. À un moment, il faut qu'ils acceptent qu'on parte. Pour revenir, il faut qu'on parte. Et moi, c'est ça, je suis partie et j'espère que mes frères prendront mon exemple du côté positif parce que c'est sûr que je leur ai fait du mal moi aussi, mais pas en faisant exprès. Mais c'est sûr que moi aussi, en voulant me construire, j'ai dû faire mal à quelqu'un. Blessé, ouais. Voilà, j'ai dû les blesser, ils se sont sentis abandonnés. Pendant très longtemps, mes frères, enfin surtout ma sœur, ne voulaient pas parler à mon conjoint. Ne voulait pas entendre parler de lui parce que pour elle, c'était le symbole de la rupture de notre famille. Alors que c'est pas ça. Il y avait plein de choses derrière déjà. Et là, je l'ai dit à ma mère, je l'ai dit très clairement, on n'est pas pareil, mais c'est pas grave, et on s'aime quand même. Et si moi, je peux l'accepter, je vois pas pourquoi toi, tu peux pas l'accepter. Moi, je t'impose pas mes valeurs, mon point de vue, mais toi, tu dois pas l'imposer à moi. Et ma fille, par contre, c'est moi qui l'éduque, c'est pas toi. C'est pas toi de lui faire une éducation spirituelle, c'est pas toi de l'élever, c'est moi, parce que c'est ma fille. Et ma fille ne devra pas élever ses frères ou sœurs.
parce que ça va être ses frères et sœurs. Et c'est la même chose. Parce que je vois ma sœur, maintenant, elle, c'est la plus petite. Donc, elle ne peut pas prendre ce rôle-là. Et par contre, mon frère, il le reprend. Donc, c'est le petit papa. Ouais. Voilà, il le reprend. Il essaye d'être toujours là pour ma mère et ma sœur, du coup, parce que mon père n'est pas là. Et il ne peut pas prendre ce rôle. Il est toujours stressé. Voilà, il est moi, en fait. Il est moi il y a quelques années. Et ma sœur a une symbiose avec ma mère. Elles sont super fusionnelles, mais c'est pas forcément très sain parce qu'elle se construit pas non plus. Elle dort avec ma mère, elle a 15 ans. Elle sort pas avec ses copines. Quand je lui dis mais pourquoi tu sors pas avec tes copines, elle me dit pourquoi faire c'est ça que tu disais au début, c'est la manipulation. Voilà, ça, ouais. Exactement. Donc et je suis sûre que ma mère est tellement là-dedans que ça ne rend même pas compte en plus. Enfin, c'est ça le pire. Mais voilà, moi j'ai un vécu qui a été très douloureux. Je souhaiterais ça à personne, enfin, ni à mes frères, ni à ma fille. Donc, je vais faire attention, ça c'est sûr. Et du coup, quel conseil tu peux donner à la petite fille que tu étais ? D'être elle-même et de ne pas culpabiliser. En fait, je veux lui dire que ce n'est pas ta faute. C'est pas ta faute ce qui t'arrive. Tu peux pas, tu n'as pas les moyens T'as pas les moyens d'aller contre tout ça. J'ai juste un message à lui dire, surtout, comme je t'ai dit, j'ai souffert de troubles alimentaires pendant longtemps. Mes parents, je pense qu'ils étaient au courant, parce que des fois, je me faisais vomir jusqu'au sang. À ce point. Ouais. Donc, il y avait quand même des taches et tout. Ma mère disait, ah, mais c'est des règles et tout. Et puis, elle me voyait maigrir, quoi. Elle me voyait disparaître. Et personne n'a rien fait à ce moment-là. Et en fait, moi, je veux lui dire que moi, je te vois, je sais que tu es là. Et que c'est pas ta faute. Voilà. Et voilà, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. En attendant, retrouvez-moi sur Instagram et Twitter et n'hésitez pas à laisser vos commentaires, questions ou remarques. Kizou Studio est un studio de production militant et bénévole. Vous pouvez proposer vos idées de podcast ou nous soutenir en faisant un don sur kizoustudio.org.